Warren Buffett dit que la diversification, c'est la protection contre l'ignorance, mais qu'elle ne s'applique pas aux gens qui savent ce qu'ils font. Warren Buffett veut dire par là qu'un investisseur particulier a tout intérêt à diversifier son portefeuille afin de minimiser les risques inhérents au marché financier. Mais qu'est-ce que la diversification concrètement? Quels sont les différents types de diversification et cette stratégie a-t-elle des limites? Enfin, en tant qu'investisseur particulier, comment faire pour se diversifier facilement et à moindre coût? La diversification, c'est une stratégie qui consiste à avoir plusieurs types de produits en portefeuille afin de minimiser le risque d'être investi dans chacun de ces actifs. Un portefeuille diversifié inclut donc différentes classes d'actifs et différents types de produits qui visent à minimiser le risque d'être investi dans un actif particulier. La logique postule que la surperformance de certains actifs viendra neutraliser la mauvaise performance des autres actifs en portefeuille. Mais en fait, la diversification ne fonctionne que si les différents actifs et les différents produits au sein du portefeuille sont décorrélés les uns des autres et réagissent différemment au changement des conditions du marché et de l'économie au sens large. Il existe donc trois façons principales de se diversifier. Premièrement, en achetant des classes d'actifs différentes. Deuxièmement, en achetant des produits différents à l'intérieur de chacune de ces classes d'actifs. Et enfin, troisièmement, en investissant à l'étranger. Analysons maintenant ces trois différentes façons de se diversifier. La première méthode consiste donc à investir dans différentes classes d'actifs. La diversification par classe d'actifs consiste à investir un pourcentage de ses capitaux dans différentes classes d'actifs en fonction de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre connaissance de ces différentes classes d'actifs. Quelles sont les différentes classes d'actifs dans lesquelles un investisseur peut investir? Il existe les actions, les ETF, les obligations qui peuvent être des obligations d'État ou des obligations d'entreprise, l'immobilier, les matières premières, c'est-à-dire les biens qui sont nécessaires à la production d'autres biens et services, le cash ou les équivalents cash à court terme comme des certificats de dépôt ou des treasury bills, les métaux précieux comme l'or, l'argent ou la platine, les crypto-monnaies, les bijoux ou les montres de luxe ou encore les œuvres d'art ou d'autres biens qui sont rares qui peuvent être revendus aux enchères ou à des collectionneurs. Chaque investisseur décidera donc d'investir ses capitaux en fonction de son niveau de connaissance de chacune de ces classes d'actifs, quelle classe d'actifs il estime être plus intéressante qu'une autre en termes de rendement, ou encore ses objectifs financiers et sa tolérance au risque, puisque chacune de ces classes d'actifs aura un niveau de risque différent. L'investisseur peut ensuite décider de se diversifier à l'intérieur même de chacune de ces classes d'actifs. Chaque classe d'actifs a des produits bien spécifiques qui sont différents les uns des autres, qui ont des niveaux de risque différents et des rendements potentiels extrêmement différents les uns des autres. De plus, chacun de ces sous-produits de chacune des classes d'actifs réagira différemment au changement des conditions du marché. Rappelez-vous donc que la diversification cherche à minimiser le risque d'être investi ou d'être surinvesti dans un actif particulier, ce qui aurait pour conséquence de plomber la rentabilité totale de votre portefeuille en cas de changement des conditions du marché. Par exemple, un investisseur qui va investir en actions peut décider d'investir dans des actions, par exemple de la technologie, afin d'avoir une très forte croissance, mais aussi d'investir dans le secteur alimentaire afin d'avoir un investissement plus sûr qui résiste mieux aux situations de crise. Il peut par exemple choisir d'investir dans des produits dividend aristocrates afin d'obtenir un revenu de ses investissements, mais il peut également décider d'investir dans des actions à faible capitalisation boursière pour faire un pari d'avenir et avoir une croissance, donc une appréciation des prix de l'actif sur le long terme très intéressante, mais cela viendra donc avec une part de risque plus importante que d'investir dans des dividendes aristocrates qui ont des longues historiques de performance et qui ont des rendements assez stables et assez modestes sur le long terme. Un investisseur qui veut investir dans des obligations peut par exemple acheter des obligations d'États développés qui ont des rendements plus faibles mais qui sont donc très sécurisés puisque ces États sont très solvables, mais il peut également décider d'investir dans des obligations d'États émergents qui ont des taux d'intérêt en général plus élevés puisqu'il y a un niveau de risque plus élevé que l'État n'arrive pas à honorer ses obligations et à vous rembourser l'intégralité de votre montant une fois l'obligation arrivée à maturité. Cet investisseur peut également décider d'investir dans des obligations d'entreprises très matures comme Apple ou dans des obligations beaucoup plus risquées d'entreprises en difficulté qui émettent des obligations afin de financer leurs opérations pour éviter de faire banqueroute. Donc ces différents types d'obligations ont des parts de risque différents et des rendements potentiellement très différents, ce qui permet à l'investisseur de diversifier son portefeuille et de répartir son risque entre différents produits d'une même classe d'actifs. Cette stratégie est valable pour pratiquement toutes les classes d'actifs. Si on pense par exemple à l'immobilier, un investisseur peut décider d'investir dans un appartement qu'il veut mettre en location à longue durée afin d'avoir un revenu stable, mais il peut également décider d'investir dans une maison qu'il va mettre en location saisonnière afin d'avoir des revenus potentiellement plus importants mais avec une part de risque plus importante puisque cette location saisonnière sera forcément sujette aux fluctuations du marché. Donc par exemple ceux qui ont des investissements locatifs
saisonniers ont été durement touchés par la crise du coronavirus, mais cela fait donc partie du risque qui est prêt à prendre cet investisseur pour investir dans ce produit particulier. Il en va de même pour un investissement comme par exemple les crypto-monnaies. Un investisseur qui veut prendre le moins de risques possible va investir dans une crypto-monnaie connue comme le Bitcoin ou l'Ethereum, mais s'il veut aller prendre plus de risques, il pourra investir sur des plus petits coins, des coins moins connus qu'on appelle les altcoins, donc des coins alternatifs qui sont moins connus et beaucoup plus spéculatifs et dont les cours sont beaucoup plus volatiles, mais en ayant plusieurs crypto-monnaies en portefeuille, son risque sera également réparti entre ces différents produits au sein de cette même classe d'actifs. Donc comme vous pouvez le voir, il est possible pour un investisseur de se diversifier à l'intérieur d'une même classe d'actifs, en plus de pouvoir se diversifier entre différentes classes d'actifs. Encore une fois, chaque investisseur décidera de sa stratégie en fonction de ses objectifs et de sa tolérance au risque, des rendements qu'il souhaite obtenir sur le long terme ou le court terme, et également de son niveau de connaissance de chacun de ces différents produits. Enfin, un investisseur peut décider de se diversifier en investissant à l'étranger. Donc l'investissement à l'étranger, c'est également un moyen pour l'investisseur de se diversifier au-delà du pays dans lequel il réside. Donc en fonction des différentes classes d'actifs, il est plus ou moins difficile ou plus ou moins facile d'investir à l'étranger. Par exemple, lorsqu'il en vient à l'immobilier, investir à l'étranger peut s'avérer compliqué pour les gens qui n'ont pas des gros capitaux ou des bonnes connexions à l'étranger, donc cela peut s'avérer compliqué, mais pour un investisseur plus averti qui possède les connaissances et le réseau, cela peut s'avérer aisé, mais également en immobilier, cela implique l'achat de biens physiques qui peut coûter très cher. Donc dans certains secteurs, dans certaines classes d'actifs, il est plus difficile de se diversifier que dans d'autres. En bourse, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo, il est très facile de se diversifier à l'étranger via certains produits qui permettent à l'investisseur d'investir sur des sociétés cotées à l'étranger ou d'investir sur des places boursières étrangères. Vous savez maintenant qu'il existe 3 grandes façons de se diversifier. Acheter des classes d'actifs différents, acheter des produits différents au sein d'une même classe d'actifs ou investir à l'étranger. Mais quelles sont les limites de la diversification? En effet, la diversification n'est pas une stratégie sans faille, il existe certaines limites qu'il faut connaître. Premièrement, un portefeuille très diversifié requiert une gestion importante et cela est très chronophage. Ce ne sont pas tous les investisseurs qui sont prêts à passer des heures pour gérer un portefeuille extrêmement diversifié qui contient des classes d'actifs très différentes et des produits très différents au sein de chacune des classes d'actifs. Une solution consiste à déléguer la gestion à un tiers, mais cela va grignoter sur votre rentabilité. C'est donc à vous de bien savoir quel niveau de gestion et combien de temps vous êtes prêt à consacrer pour gérer vos investissements. Beaucoup de gens se limitent à une ou deux classes d'actifs parce que c'est à peu près le maximum que peut gérer une personne individuelle. Les gens qui investissent sur 5 ou 6 classes d'actifs différents sont en général des investisseurs plus avertis qui ont des capitaux plus importants. Donc c'est-à-dire ils peuvent obtenir des conseils extérieurs ou ils peuvent déléguer la gestion d'un bien à un tiers, par exemple un employé, une société de conseil ou une banque d'investissement, ce qui leur permet de se libérer du temps pour se consacrer à d'autres activités. La deuxième limite à la diversification, ce sont bien entendu les contraintes budgétaires, c'est-à-dire que se diversifier sur beaucoup de classes d'actifs différents et sur beaucoup de produits différents peut engendrer des frais considérables. Si vous achetez et que vous revendez souvent des actions, vous allez payer des frais de commission et vous allez devoir faire beaucoup de déclarations aux impôts et souvent payer des impôts sur les plus-values, ce qui va prendre un long moment pour faire des déclarations, mais également cela va vous coûter cher en termes de frais de transaction. Pareil pour l'immobilier, si vous achetez et que vous revendez souvent des biens immobiliers, il y aura énormément de frais qui seront impliqués, des taxes sur les plus-values à payer, ce qui peut faire baisser votre rentabilité. Il s'avère que pour la plupart des classes d'actifs, la meilleure stratégie consiste à acheter et à garder sur une longue période. Donc si c'est votre stratégie que vous achetez des produits que vous gardez pendant une très longue période, il devient beaucoup plus facile et beaucoup plus abordable de diversifier votre portefeuille sur différentes classes d'actifs. Il faut naviguer avec prudence et bien vous informer à l'avance pour savoir si la stratégie que vous suivez en vaudra le coup en termes de gestion de temps et en gestion budgétaire. La troisième limite de la diversification, c'est qu'à court terme, les gains peuvent être minimisés. Si vous répartissez vos capitaux sur énormément de produits différents, forcément si un produit flambe, cela aura un impact beaucoup moindre sur votre rentabilité que si tout votre portefeuille est concentré dans cet actif. Si vous avez 25 actions différentes et que 2 actions flambent, eh bien la rentabilité totale de votre portefeuille ne va pas s'enflammer puisque vous aurez d'autres actions qui auront des performances plus ou moins normales. Toutefois, l'inverse est également vrai, c'est-à-dire si un ou deux produits a une très mauvaise performance, votre rentabilité totale ne va pas être plombée puisque justement vous aurez d'autres actifs qui vont venir contrebalancer la mauvaise performance des actifs qui sous-performent. Ainsi, la diversification à court terme peut produire des rendements moins élevés que les rendements de quelqu'un qui se concentre uniquement sur un ou deux produits particuliers. Par contre, les études démontrent qu'à long terme, les portefeuilles diversifiés ont des meilleures performances que les portefeuilles non diversifiés, justement à cause de cet élément de surexposition au risque
pour les gens qui sont surinvestis dans un actif ou dans un produit particulier. C'est donc à vous de bien définir vos objectifs et votre tolérance au risque avant d'investir afin d'être sûr que vous placez votre argent dans des actifs dans lesquels vous êtes confortable avec les rendements potentiels et le niveau de risque que vous prenez. Ainsi, on peut conclure que la diversification minimise les risques et permet d'obtenir des rendements à long terme supérieurs à quelqu'un qui n'est pas diversifié. Par contre, la diversification limite les gains à court terme, peut prendre beaucoup de temps en termes de gestion et également peut engendrer des frais élevés. Maintenant que vous savez ce qu'est la diversification, les différents moyens de se diversifier et les limites de la diversification, comment faire en tant qu'investisseur particulier pour se diversifier facilement et à moindre coût? Pour ceux qui suivent cette chaîne et qui s'intéressent un peu à l'investissement, la réponse ne surprendra personne. Pour reprendre encore une citation de Warren Buffett dit que le meilleur moyen pour un investisseur particulier d'obtenir des bons rendements à long terme, c'est d'investir dans un ETF qui traque la performance d'une grande place boursière et un ETF donc qui a des frais de gestion très faibles. Il dit que c'est le meilleur moyen pour un investisseur particulier d'obtenir des meilleurs rendements que la plupart des investisseurs professionnels. Le stock picking, cette activité qui consiste à investir dans des actions individuelles, est plutôt réservée aux investisseurs qui sont prêts à consentir d'importants efforts pour analyser des entreprises, gérer leur portefeuille afin de le rééquilibrer et avoir une allocation optimale des capitaux. Cela prend beaucoup de temps et cela n'est pas adapté à tous les investisseurs. Il faut bien en être conscient avant de vous lancer en bourse que faire du stock picking et de l'investissement très actif requiert énormément de temps, d'efforts et d'amour de l'analyse et d'envie de vouloir aller faire des recherches, suivre l'actualité économique et rééquilibrer votre portefeuille de manière très régulière. Cela ne convient pas à tout le monde, c'est pourquoi les ETF restent la meilleure option et le meilleur moyen pour l'investisseur particulier d'obtenir d'excellents rendements à long terme avec un moindre risque et en ayant une diversification maximale. Cela dit, si vous souhaitez réellement faire du stock picking, voici ce que disent les études et les modèles mathématiques sur le nombre maximal d'actions à avoir en portefeuille. Donc les modèles mathématiques et les études ont démontré que lorsqu'on fait du stock picking, c'est l'idéal d'avoir à peu près entre 25 et 30 actions dans votre portefeuille. Au-delà, les effets de la diversification auront une utilité marginale décroissante, c'est-à-dire que plus vous allez incorporer d'actions dans votre portefeuille au-delà de 30, moins les effets de la diversification seront importants. On va donc présenter différents moyens de se diversifier facilement sur les principales classes d'actifs présentées au début de cette vidéo. Donc par exemple, voici 4 ETF qui permettent de diversifier vos investissements boursiers. Le premier ETF, c'est le iShares S&P Core 500 ETF qui traque les performances des 500 plus grosses entreprises américaines cotées sur les marchés américains. Cet ETF a un rendement de plus de 13% au cours des 10 dernières années et des frais de gestion qui est extrêmement faible. Et les 13% de rentabilité au cours des 10 dernières années incluent le dividende qui est distribué de manière trimestrielle. Ensuite, vous avez le iShares Nasdaq 100 ETF qui traque la performance des 100 plus grosses entreprises non financières cotées sur le Nasdaq. Cet ETF est un excellent moyen d'investir sur les entreprises du secteur de la technologie qui est un secteur en très forte croissance. Le troisième ETF, c'est le iShares Emerging Markets ETF qui est un ETF qui traque la performance de plus de 1200 entreprises qui sont cotées sur les places boursières étrangères du monde entier. Cet ETF a des rendements beaucoup plus volatiles. Certaines années, il augmente de plus de 30%, d'autres années, il a des rendements de 3 ou 4%, mais sur les 10 dernières années, il a un rendement annuel moyen d'environ 3%, ce qui inclut les dividendes. Le quatrième ETF dont je souhaite parler, c'est le iShares World ETF qui traque les performances de grandes entreprises des pays développés, donc du monde entier. Et cet ETF traque les performances de plus de 1500 entreprises cotées sur le monde entier. Et cet ETF a un excellent rendement puisqu'il a un rendement annuel moyen de presque 10% au cours des 10 dernières années, en incluant et en comptant les dividendes. Il existe des centaines d'ETF différents qui traquent les performances de quasiment tous les secteurs économiques et de pratiquement toutes les places boursières au monde. À vous donc de vous intéresser, de faire vos propres recherches pour savoir quel ETF correspond à votre objectif d'investissement, quel ETF vous permet de vous diversifier de façon convenable afin d'avoir un portefeuille d'actions diversifié. Et comme vous pouvez le voir, les ETF donc boursiers permettent d'avoir des centaines d'entreprises en portefeuille afin d'avoir une diversification maximale à moindre coût avec d'excellents rendements sur le long terme. Pour investir en immobilier, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente où je comparais la bourse à l'immobilier, il est très difficile de se diversifier en immobilier puisque cela requiert un capital très important. Pour les investisseurs qui ont un énorme patrimoine, il est facile pour eux de se diversifier en achetant des biens situés dans des lieux géographiques différents ou dans des quartiers différents d'une même ville ou dans différents types de biens situés dans un même quartier ou dans une même ville ou dans un même pays, etc. Par contre, pour l'investisseur moyen, il est très difficile de se diversifier en immobilier. Alors, une solution qui existe pour permettre aux investisseurs moyens, c'est un terme que j'aime pas utiliser, mais ça donne une idée de ce que je veux dire, ce qui donne à l'investisseur particulier la possibilité d'investir en immobilier, c'est ce qu'on appelle les REITs, ce sont des sociétés immobilières qui investissent en immobilier et qui redistribuent des dividendes à leurs actionnaires.
Alors il existe énormément de REITs très connus, une des plus connues s'appelle Realty Income, c'est un REIT qui a augmenté son dividende au moins une fois par an au cours des 50 dernières années. Donc c'est un dividend aristocrate, c'est même un dividend king, c'est une entreprise très solide qui permet aux investisseurs qui souhaitent investir en immobilier par le biais de la bourse de le faire. Il existe des centaines de REITs aux États-Unis, en Angleterre, il en existe aussi en France. Donc à vous après, si vous souhaitez investir dans des REITs particuliers, d'aller faire vos recherches pour identifier ceux qui vous conviennent. Mais vous pouvez investir dans des ETF de REITs, c'est-à-dire des ETF qui vont répliquer ou traquer la performance de grandes sociétés qui investissent dans l'immobilier. Le iShares Global REIT ETF est un ETF qui investit dans des sociétés immobilières du monde entier. Donc cet ETF réplique la performance des entreprises qui investissent dans l'immobilier du monde entier. Cet ETF a des frais de gestion de 0,14% et un rendement annuel moyen de 3,86%, ce qui est pas mal du tout. Donc pour quelqu'un qui souhaite diversifier son portefeuille au-delà simplement des ETF Nasdaq ou des ETF S&P 500 ou des ETF que j'ai présentés ci-dessus, il peut mettre un peu d'argent dans un ETF REIT tel que celui que je viens de citer, ce qui lui permet d'avoir une exposition au secteur de l'immobilier, de collecter ses dividendes sans avoir à faire la gestion active d'un bien immobilier qui consiste donc à chercher des locataires, à faire les états des lieux, à résoudre les litiges lorsqu'il y en a, faire appel à des réparations, faire la maintenance des immeubles, etc. Ça, c'est le problème de la société immobilière et vous, tout ce que vous faites, c'est vous récolter les dividendes sans avoir le moindre effort à fournir en termes de gestion des biens. Donc c'est une excellente option pour ceux qui souhaitent investir en immobilier via la bourse. Si vous souhaitez investir dans des sociétés immobilières hors États-Unis afin de diversifier votre portefeuille hors des États-Unis, puisque la plupart des ETF traquent majoritairement les performances d'entreprises américaines, vous pouvez investir dans le Vanguard ex-USA REIT ETF. C'est donc un ETF qui investit dans des sociétés immobilières hors des États-Unis et dans pratiquement le monde entier. L'ETF a des frais de gestion de 0,12%, un rendement total de 67% depuis 2011 et un dividende annuel d'environ 3%. C'est donc un ETF qui permet d'obtenir des rendements tout à fait respectables en ayant une diversification hors USA dans les sociétés immobilières. Lorsqu'il en vient aux obligations, il est également possible d'investir dans des ETF qui regroupent différentes obligations de différents secteurs ou de différents pays. C'est un excellent moyen pour ceux qui souhaitent investir en obligations de se diversifier sans devoir acheter des obligations individuelles. Il existe par exemple le iShares Core Aggregate US Bond ETF. C'est un ETF qui en fait regroupe les obligations d'entreprises américaines qui sont dites investment grade, c'est-à-dire qui ont un excellent niveau de solvabilité et qui peuvent avoir un recours facile au crédit en cas de difficulté, ce qui veut dire que ce sont des sociétés en excellente situation financière. Cet ETF a un rendement annuel moyen de 3,36% sur 10 ans et lorsqu'on connaît les rendements des obligations de nos jours, c'est un excellent rendement qui permet à un investisseur de se diversifier son portefeuille en ayant un excellent rendement à long terme et un rendement à très faible risque puisqu'il s'agit là d'entreprises qui ont d'excellentes solvabilités et d'excellents bilan financier. Alors on va parler maintenant des autres types d'actifs comme par exemple les crypto-monnaies. Si vous souhaitez investir en crypto-monnaie, le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de rester simple et de ne pas trop vous compliquer la vie. Investissez dans les crypto-monnaies dominantes que sont le Bitcoin, l'Ethereum ou encore un autre coin comme le Binance Coin qui est le coin de la plateforme d'échange Binance. Ça, ce sont les trois crypto-monnaies principales et je suis convaincu qu'elles auront d'excellentes performances à long terme. Donc vous pouvez vous en tenir à ces trois grandes crypto-monnaies là et éventuellement certaines cryptos du top 20 ou du top 30 pour ceux qui souhaitent aller un peu au-delà des plus gros coins, mais pour cela il faut bien quand même faire vos recherches sur les projets qu'il y a derrière chaque coin pour être sûr que vous investissez dans quelque chose de solide et de concret. Ensuite on va voir au fil des mois et des années à venir plusieurs sociétés d'investissement et des courtiers en ligne qui vont proposer des styles un peu des ETF en crypto. Donc ce seront des ETF qui vont regrouper différentes crypto-monnaies et ça permettra à un investisseur en achetant un seul produit d'avoir une exposition à une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine de crypto-monnaies différentes. Donc à l'avenir, intéressez-vous à ce genre d'ETF qui peut permettre aux investisseurs qui ne se connaissent pas trop dans une crypto ou une autre ou qui veulent répartir leurs risques sur différentes crypto-monnaies d'investir dans un produit qui leur permet de faire justement cela. Donc à l'avenir, il y aura beaucoup d'ETF crypto-monnaies qui vont sortir et je pense que ça peut être un excellent moyen pour les gens d'investir en crypto-monnaie. Lorsqu'il en vient aux métaux précieux, l'or et l'argent, il est plutôt conseillé d'aller chez un revendeur officiel et d'acheter physiquement des pièces d'or et des pièces d'argent. Il est plutôt déconseillé d'investir dans des ETF à or, puisque l'or, vous ne l'avez pas physiquement. Et donc l'or, c'est une réserve de valeur qui permet de contrecarrer les effets de la dévaluation monétaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir physiquement. Une autre alternative consiste à investir par exemple dans un ETF d'entreprise de minage d'or. Ça peut être une option. Mais en général, lorsqu'il en vient en métaux précieux, il est toujours mieux de les avoir physiquement et ensuite de les stocker quelque part
de sûr où personne n'est au courant. Enfin, pour tous les autres types d'actifs, par exemple les œuvres d'art, je ne m'y connais pas assez pour exprimer une opinion, mais j'imagine qu'acheter un Picasso est toujours une bonne idée. Mais bon, pour l'art, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir émettre une opinion, donc je laisse les spécialistes se pencher sur la question. Ensuite, pareil pour ce qui concerne les bijoux, les montres de luxe. En termes de montres, je sais qu'il y a certaines marques qui gardent bien leur valeur et qui s'apprécient énormément au fil du temps. Donc il y a les trois grandes marques connues qui seront Vacheron Constantin, Audemars Piguet et Patek Philippe, qui sont les trois grandes marques qui conserveront toujours de la valeur et qui vont s'apprécier à travers le temps, puisque ce sont des marques qui sont très difficiles à accéder, dont les prix d'achat sont très élevés, ce sont des marques très convoitées, très exclusives. Donc ça, ce sont des marques que vous pouvez acheter pratiquement les yeux fermés. Et ensuite, il existe d'autres marques très populaires qui gardent également très bien leur valeur et qui s'apprécient à travers le temps, comme certains modèles de Rolex, certains modèles de montres comme Richard Mille, etc. Donc certaines marques ou encore Cartier. Et ces marques-là arrivent à garder très bien leur valeur, voire même à offrir des rendements dans le temps. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de cette classe d'actifs, donc je laisse également la question aux spécialistes. Mais sachez qu'il existe d'autres classes d'actifs. Il peut y avoir des biens d'antiquité ou des biens qui ont une valeur historique qui sont convoités par des collectionneurs. Et donc ce type de produit a également une valeur qui peut générer un rendement à travers le temps. Mais pour investir dans ces classes d'actifs-là, il faut vraiment être spécialisé et savoir ce qu'on fait parce qu'on peut rapidement se faire arnaquer et perdre beaucoup d'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très spécifique et qui ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Mais enfin, si vous souhaitez diversifier votre portefeuille au maximum, voici les différentes classes d'actifs dans lesquelles il est possible d'investir, les différents produits dans lesquels il est possible d'investir au sein de chacune de ces classes d'actifs, également des moyens, comme je l'ai présenté, pour investir à l'étranger. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo pour soutenir ma chaîne et montrer que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous afin d'être notifié des futures publications. Et enfin, laissez un commentaire pour me faire part de vos observations sur ce concept de la diversification. Comment est-ce que vous vous diversifiez? Quel est le nombre de classes d'actifs maximales qu'on doit avoir en portefeuille? Est-ce qu'on doit investir dans toutes les classes d'actifs ou uniquement dans certains? Quels sont les produits dans certaines classes d'actifs qui sont le plus adaptés à l'investisseur particulier, on va dire moyen, un terme que j'aime pas utiliser mais que j'utilise quand même. Dites-moi, laissez-nous vos commentaires dans les commentaires afin qu'on puisse avoir une discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.